Quelque chose de vous. Virginie Servaes. Quelque chose de vous. Épisode 18. Podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. Je suis auteure, chanteuse et coach vocal. Bienvenue dans le podcast Quelque chose de vous. Si heureuse de vous emmener en aventure commencée il y a quelques lunes. Sur un chemin imprévisible, je me prends à conter des histoires et des idées, à inventer des mots et détourner des expressions, et surtout à recevoir et écouter d'exceptionnels invités. Au fil des épisodes, vous les rencontrerez. Tantôt connus ou étrangers à vos mémoires, ils ont tous en commun la passion de l'art au sens multiple et noble du terme. S'y mêlent bien évidemment la culture et la vie vraie des gens. Un podcast grand ou tout petit, aux formes des Barbapapas, vous vous rappelez ? Dans la famille des Barbapapas, on fait les fous. Un podcast où donner de la voix est de bon augure. Un podcast qui suit grand nombre de valeurs, où il fait bon vivre le non-jugement, la liberté d'être soi et ce que l'on souhaite, le respect, les éclats de rire et la découverte sans frontières d'autres univers que chacun porte en soi, sont et seront les garde-fous de chaque épisode. Chaque dimanche, vous avez la possibilité de me poser une question, quel que soit le sujet, et à laquelle je répondrai en toute simplicité, honnêteté et de façon inspirée au présent. Ce sera aussi l'occasion de remporter mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Erol. Tout vous sera expliqué, je vous le promets. Dimanche 30 août, nous y voici en cette veille de rentrée particulière, je l'admets. Tout le monde est là ou presque car quelques vacanciers chanceux s'offrent une prolongation de septembre ensoleillé. Cartable, quelques crayons, cahiers et un masque en nouveauté. Ainsi paraît quelque chose de vous à l'honneur de recevoir cette semaine la merveilleuse Camille Grenu, journaliste présentatrice sur France Info TV. Elle nous confiera en toute simplicité l'histoire de son parcours au sein de la télé et aussi quelques-unes de ses recettes de l'art de vivre heureuse qu'elle confectionne et chérit chaque jour. Le jeu pour gagner mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Erol vous fera son petit numéro habituel de charme pour que vous posiez des questions. En parlant de celle-ci, chers auditeurs, il est temps et il est l'heure pour moi de vous écouter et de vous répondre. Allez, quelque chose de vous, épisode 18, c'est parti. Quelque chose de vous. Une question, une réponse. Coucou Virginie, c'est Seb. Sachant que l'on parle de voix, qu'évoque pour toi le port du masque ? Quel plaisir de te retrouver, mon cher Seb. J'espère que tu vas bien et que la rentrée s'annonce formidable en Bretagne à Auray. Alors, voilà une question à laquelle je ne peux échapper. Qu'est-ce que cela évoque pour moi, ce port du masque, d'autant plus obligatoire depuis lundi ? Bien, en fait, ça évoque vraiment tellement de choses. Alors, premièrement, pour moi, c'est un mot qui vient spontanément, c'est le mot de coupure. Coupure, c'est la coupure obligatoire, ça a même un sens un peu violent. Alors quand je dis violent, c'est que forcément, moi qui travaille sur l'axe communication orale, c'est vraiment un peu particulier et très étrange d'avoir, en tout cas de ne pas pouvoir travailler en direct avec les gens parce qu'il faut porter le masque. Et de fait, c'est vrai que je rappelle que moi, un des mes postes d'observation, comme j'aime à le dire, lorsque je coach, c'est bien évidemment le bas du visage, donc la mobilité de la mâchoire, les lèvres, la bouche, etc., etc. Et ainsi que le fait qu'il y ait cette coupure, c'est même ça, je ne peux même pas porter mon intention, même au niveau du larynx, au niveau du cou. Il est sûr que je me dis que nous allons surdévelopper dans les semaines à venir, et nous avons déjà commencé vraiment le regard, tout le travail des yeux, là, il va être formidable. Mais par contre, pour moi, c'est un drame, en fait, c'est compliqué. Alors, vous connaissez ma nature optimiste, et donc je me dis que je vais
quand même essayer du fait qu'il y ait cette abstraction de cette partie humaine si expressive pour moi qui est le bas du visage, je dois essayer d'en faire autre chose. Paradoxalement, j'avoue que porter le masque à titre personnel, moi, ça m'a permis aussi de me retrancher, de me cacher, de me reposer et presque de me sentir plus libre de communiquer ou pas, de mesurer si j'avais envie ou pas de parler. Alors non pas que le masque, quand on dit qu'on ne comprend pas, il faut pas exagérer, je trouve que quand même on parle très bien avec le masque aussi, mais le fait de l'avoir fait qu'il y a ce sentiment un petit peu, comme je parlais de cette coupure, donc, et là aussi je cultive l'optimisme, je me dis faisons-en quelque chose quand je suis obligée de le porter, d'être plus à l'écoute de moi-même, c'est ce que j'essaie de développer. Voilà, donc, mais j'avoue que en ces moments que nous vivons, certes, je positive, mais je me dis que, c'est vraiment un drôle de climat. C'est vraiment tout ça très très étrange. C'est vraiment le mot coupé. Je suis désolée, je me répète, mais c'est vraiment toujours ce mot coupé qui revient. Et puis là aussi où je m'interroge, c'est sur cette, j'ose le dire, cette histoire de Covid et cette façon où j'ai l'impression que tout est traité toujours en deux temps, deux mesures. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, etc. Et puis là, sincèrement, le sort de la culture m'inquiète. Donc j'espère que l'équité va être bien présente et qu'on va bien penser à tout le monde parce que c'est important de s'en nourrir. En tout cas, ce port de masque, effectivement, est quelque chose qui impacte mon travail. Donc, je dois penser à travailler autrement et plus à distance. Merci Internet et tout le mode digital. Ou aussi, je travaille donc du coup dans la nature, dans le jardin aussi. J'habite à côté d'un jardin, donc c'est extraordinaire. Donc, j'invite quelques coachés à le faire, mais voilà, ça a demandé à ce que je me réorganise aussi forcément. Et en tout cas, en attendant, il faut les porter, alors sortons masqués. À bientôt Seb. Coucou Virginie, c'est Delphine. Qu'est-ce que la Bretagne évoque pour toi ? Ma chère Delphine, bonjour. Écoute, j'espère que tu vas bien. Alors, la Bretagne, qu'est-ce que tu veux que je dise sur la Bretagne ? Je te taquine parce qu'en fait, je sais qu'en tant que maman très active et surtout depuis la venue de ta petite dernière, il n'y a que quelques mois à peine, tu n'as pas dû écouter tous les podcasts. Crois-moi, je t'en veux pas. Mais sache que le sujet Bretagne a bien été évoqué sur quelques émissions. Et notamment avec Dénès Prigent, où il y a eu 2 épisodes. Et puis, parce qu'effectivement, de façon égrenée, j'en ai tout de même parlé très régulièrement à différents endroits. Voilà. Et puis, de toute façon, tu connais mon goût et mon amour pour la Bretagne. Donc, je veux bien réévoquer avec toi quelques points. Qu'est-ce que la Bretagne m'évoque, m'inspire ? Eh bien, écoute, là, j'ai envie de te répondre, Delphine, avec des mots. Alors, c'est parti. Je vais les donner à ma façon, comme ça. Alors, la Bretagne, c'est pour moi et avant tout l'air marin, le merveilleux, le sauvage, le magnifique, le féerique, le magique, les crêpes salées, sucrées, les bolets de cidre et aussi les fruits de mer, le homard bleu. C'est également les ports de pêche, les voiliers, les bateaux, le port du Croisic, les hortensias, les sentiers, les îles, les menhirs, les druides, les forêts, l'océan, l'iode, le soleil et la pluie, les marées montantes et descendantes, la liberté, les fest-noz, les danses, les bagades, les chants traditionnels, le breton, la langue bretonne, un territoire à défendre et préserver,
les Bretons et les Bretonnes, sans oublier tous les artistes qui ont émergé et continuent de nous enchanter. Et puis, vous, mes amis, bien évidemment. Alors, ma Delphine, à tout vite. Kenavo. Merci à vous, chers auditeurs, pour vos questions. De nouvelles, j'attends nombreuses en cette rentrée. Et comme vous le savez, il y a un livre à gagner. Trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Erol, mon fabuleux écrit. Suivez la route des chevaliers au son de la corne de brume et vous y aurez accès. Écoutez ce qui suit juste après. Tout est expliqué. À très vite. Quelque chose de vous. Le jeu. Donc, chers auditeurs, vous vous rappelez le principe, vous m'envoyez une question à l'adresse mail suivante, quelquechosdevous@gmail.com, quelquechosdevous@gmail.com. Vous me posez votre question et si elle est retenue, vous pouvez gagner mon livre en retour, le livre Trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Erol. Hâte de vous lire. Quelque chose de vous. Qui êtes-vous ? L'invité. Chers auditeurs, c'est avec grand plaisir que je reçois ce jour Camille Grenu. Alors, qui est Camille ? Eh bien, sachez que beaucoup d'entre vous l'ont forcément croisée sur les écrans télé. En effet, Camille Grenu est journaliste présentatrice sur France TV Info, la chaîne d'information en continu de France Télévisions. Alors, pour la petite histoire, Camille a grandi à Senlis dans l'Oise et après le bac, elle a fait Hippocagne, puis tout naturellement a intégré Sciences Politiques à Paris durant 3 ans. Elle s'est dotée d'une licence d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Ensuite, elle a effectué 1 an de stage à LCI avec David Pujadas pour l'émission 100% politique. À l'issue, elle reprend 2 ans d'études à l'IPG, Institut pratique du journalisme, à Paris-Dauphine, où elle sera responsable des enseignements de journalisme de télévision en première année. Sa carrière débute à France 3 Nord Pas-de-Calais comme journaliste-rédactrice. Puis après 8 ans passés à Lille, Camille arrive à Paris au service économie de France 3, puis France 3 France 2, et couvre ainsi durant 4 ans l'actualité économique pour la rédaction nationale. En 2016, la chaîne France Info est créée et c'est tout naturellement que Camille intègre en tant que présentatrice la chaîne d'information en continu du service public de France Télévisions et en partenariat avec Radio France. Depuis janvier 2019, elle est titulaire de la matinale Week-end de France Info. J'ajoute que Camille Grenu est bien au-delà d'être simple journaliste présentatrice d'une chaîne info. Authentique, véritable, généreuse, empathique et humble, elle incarne et exprime sans détour qui elle est, ses valeurs, son professionnalisme, ses bonheurs, ses émotions, sa foi, ses passions, bref, sa vie. À l'instar des faits, elle articule avec brio tous ces axes, qu'ils soient professionnels et ou personnels. Les mots partage, saveur, plaisir, joie, grâce, liberté, simplicité s'invitent allègrement dans la danse des mots cités jusqu'alors. Camille les pratique tout autant que les autres, avec les siens tout d'abord, puis avec les formidables binômes qu'elle forme avec ses pairs sur les plateaux télé. Ce tout concocté, cuisiné et mitonné a pour seule mission et intention de vous servir, cher public, le meilleur d'elle-même. Alors je l'avoue, même s'il me faut me lever de bonne heure, 5h55 précisément, pour être fin prête à 6h, enfin, les yeux grands ouverts, un samedi ou un dimanche matin, à moins que j'opte pour une nuit blanche qui est plus facile pour moi, dès les premiers instants où vous prenez l'antenne, chère Camille Grenu, comme pour grand nombre de téléspectateurs de France Info TV, c'est avec joie à chaque fois que je vous regarde et vous écoute. Mais je stoppe mes babillages et cède la place au bel échange qui va suivre. Chère Camille Grenu, bonjour, quel plaisir de vous recevoir. Bonjour Virginie. En cet été plus qu'avancé et une rentrée annoncée sous peu, que nous dit votre voix de vous ? Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant ? Votre météo, en quelque sorte. Alors, mon grand problème, enfin ce que je considérais comme un problème jusqu'à il y a très peu de temps, c'était que justement ma voix exprimait beaucoup trop mes sentiments. J'avais le sentiment que ma voix était vraiment trop explicite sur la colère, sur la tristesse, sur
la joie aussi, sur tout ce que je pouvais ressentir. Et j'avais l'impression que dans mon métier, eh bien, c'était plutôt pénalisant, que ça disait trop de moi. Je me sentais un peu toute nue, en fait, quand je parlais. Et je trouvais que pour une présentatrice de télévision, c'était pas terrible parce que il fallait revêtir une sorte d'habit de neutralité absolument imperméable aux émotions pour être crédible. Enfin, ça, c'est ce que je pensais. Et puis, je me suis rendu compte petit à petit que ma voix, finalement, elle disait certes beaucoup de moi, mais que c'était aussi quelque chose qui me servait à être une vraie narratrice, c'est-à-dire à ne pas donner une information pareille qu'une autre, à raconter vraiment quelque chose, à utiliser ma voix et toutes ses intonations et aussi l'empathie que je pouvais avoir à travers ma voix pour vraiment être à 150% dans ce que je disais à l'antenne et que plus qu'un défaut finalement ou qu'un handicap, eh bien c'était plutôt quelque chose qu'il fallait que j'accepte parce que c'était ma manière à moi de dire, ma manière à moi d'être et que finalement c'était moi, ma voix c'était moi et donc si je voulais m'accepter, si je voulais me sentir légitime comme journaliste, comme personne, comme maman aussi, comme épouse, comme fille, comme voisine, comme amie, comme tout ce qu'on veut, comme collègue. Si je voulais m'accepter, m'aimer moi, il fallait que j'aime ma voix parce que ma voix c'était moi. Et cette voix que j'aimais pas du tout jusqu'à il y a très peu de temps, eh ben, je me suis mise à l'accepter petit à petit. Et j'en suis très heureuse. Alors ma météo, là tout de suite, j'ai repris le travail ce matin après plusieurs semaines de vacances. Je suis fatiguée, mais bien fatiguée parce que je me suis levée à 2h du matin pour faire les matinales de ce week-end. Mais bien parce que je m'aperçois que quand je reviens de vacances, eh bien, je suis heureuse de revenir au travail, de reprendre mon travail, que j'aime mon travail et que c'est une chance inouïe par rapport à plein d'autres personnes et un vrai luxe. Et je me dis que d'aller au travail avec de la joie, avec une joie intérieure, avec l'envie, avec le plaisir, avec l'agnac, eh ben, c'est quelque chose de génial et qu'il faut que je savoure ça aussi. Voilà. Waouh, magnifique d'accepter et d'aimer votre voix qui reflète votre joie. J'aime les rimes, vous le savez. Alors cette voix assumée pleinement, quelle résonance et écho à votre monde intérieur a-t-elle? Et également, quelle résonance sur votre monde extérieur ou le monde extérieur qui vous entoure? Alors justement, je me suis aussi aperçue, en particulier depuis à peu près 18 mois, que le fait d'accepter ma voix, d'accepter d'être qui j'étais finalement à l'antenne, de pas vouloir absolument ressembler à telle ou telle présentatrice, soit que moi j'admirais, soit qui me semblait être une référence dans le milieu, eh bien, cette manière d'accepter d'être différente, puisque moi et personne d'autre, eh bien, c'était perçu aussi par les téléspectateurs qui me le disent beaucoup, et de manière extrêmement gentille sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, qui me disent que ils aiment ressentir de moi que je suis une vraie personne avec justement une manière d'être, avec des émotions, avec une façon de raconter qui m'est propre, une façon d'être à l'antenne qui m'est propre. Et finalement, je me suis donc aperçue que le fait d'être en paix intérieurement par rapport à ma voix, par rapport au son
que je pouvais renvoyer, mais aussi par rapport à l'image que je pouvais renvoyer, ma manière de me tenir en plateau, ma manière de bouger, ma manière de regarder les autres, ma manière de parler aux invités ou de parler à mes collègues. Eh bien, le fait d'accepter que cette manière-là me soit propre et ne ressemble pas forcément à une autre manière d'être d'un autre présentateur qui pourrait être un présentateur culte ou qui pourrait être quelqu'un que j'admire ou quelqu'un qui me semble faire l'unanimité, par exemple, auprès de mes pairs ou de ma hiérarchie. Le fait d'accepter ça, j'ai compris que les gens qui nous regardaient, qui regardaient la télé, qui regardaient ma chaîne, qui regardaient notre matinale, l'appréciaient. Et ce qui est bien, c'est que j'ai la chance de co-présenter avec quelqu'un qui s'appelle Alexandra Usan, qui est une collègue, qui est devenue une vraie et très importante amie dans ma vie. Eh bien, elle a le même caractère, elle a la même manière de s'assumer, en tout cas, telle qu'elle est. Physiquement, vocalement, son caractère, sa spontanéité, sa manière de réfléchir, sa manière de questionner. Et elle assume ça à 3000%. Et ça m'a beaucoup inspirée aussi. Et finalement, on se complète extrêmement bien. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prépare une interview ensemble, on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes questions qui nous viennent à l'esprit, qu'on n'a pas du tout la même perception parfois de tel ou tel invité, de telle ou telle actualité, et que finalement ça nous enrichit ces différences, et que plutôt que de vouloir se calquer dans un moule, eh ben c'est très bien d'accepter sa différence, d'accepter d'être un duo particulier, un duo original, avec une manière d'assumer qui nous sommes, à la fois séparément et ensemble, et que c'est ça qui fait notre richesse, c'est que c'est perçu comme tel par les téléspectateurs, qui l'apprécient, qui nous le disent, et qui nous le renvoient de manière extrêmement positive et agréable et très gentille. Et voilà, j'ai compris, et il m'a fallu un certain cheminement, puisque j'ai 42 ans, j'ai compris il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans, que le fait de faire la paix avec soi-même et de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, mais de s'accepter comme on est, tout en essayant évidemment de toujours s'améliorer, de toujours être meilleur, de toujours faire mieux son travail, de toujours essayer de progresser, eh ben c'était aussi faire la paix avec le monde extérieur, ou en tout cas avec les gens bienveillants qui ont envie de voir à la télévision peut-être des gens authentiques et des présentateurs qui ne sont pas différents à l'antenne que ce qu'ils peuvent être dans la vraie vie. Voilà. Merci Camille de vos mots. Ah oui, l'importance de vouloir ressembler à soi et non à autrui. Certes, comme vous le dites si bien, c'est un chemin long et escarpé, mais qui vaut la peine. Alors, en parcourant cette voie, moi je m'aperçois que le journalisme est entré très tôt dans votre vie. Alors bien évidemment, plein de petites questions me viennent. Quand a débuté votre histoire avec lui ? Je veux dire, était-ce une évidence, Camille ? Alors oui, clairement, c'était une évidence. En fait, ça m'a prise à peu près au moment où j'étais en 6e, c'est-à-dire que j'avais entre 11 et 12 ans. Et en clair, il y avait 2 options. Soit je devenais vétérinaire, soit je devenais journaliste. La 6e, c'est le moment où on commence à participer à des carrefours des métiers. Donc j'ai participé à un carrefour des métiers dans mon collège, à Senlis, dans l'Oise, le collège La Fontaine-des-Prés. Et j'ai rencontré un vétérinaire et j'ai rencontré un journaliste. Le vétérinaire m'a expliqué qu'en fait, son métier ne consistait pas uniquement à faire des caresses aux petits chiens et aux petits chats, mais qu'il s'agissait aussi d'aider une vache ou un mouton à véler,
avec du sang, avec des tas de fluides qui me dégoûtaient totalement à l'âge que j'avais. Et donc ça a été très vite tranché. Et à 11 ans, en 6e, j'ai décidé que je serais journaliste et je n'en ai plus jamais démordu. J'ai souvenir d'avoir participé à des concours Bayard Presse avec Astrapi. Ça existait déjà, Astrapi, j'étais abonnée, je le recevais tous les mois. Et il y avait régulièrement des concours, il fallait imaginer notamment des maquettes de journaux, une une de journal. Et je m'éclatais à faire ça, j'ai gagné plein de trucs, j'ai gagné un stylo plume, j'ai gagné une serviette de bain, Le Parisien, je m'en souviens. Et j'étais hyper heureuse là-dedans. Je commandais tous les ans, à partir de la 6e et jusqu'à ce que l'heure soit arrivée vraiment de passer les concours des écoles de journalisme, tous les ans, je commandais par courrier, puisque c'était pas encore Internet, je crois. Je commandais tous les ans par courrier les brochures de toutes les grandes écoles de journalisme qui étaient reconnues, pour pouvoir potasser les modalités d'inscription au concours, les épreuves au concours, ce qu'on allait me demander, et regarder aussi avec mes parents combien ça coûtait, combien il fallait économiser, parce que les frais de scolarité étaient déjà assez élevés. Donc voilà, j'avais bien compris que à l'époque, la voie royale, comme on disait, c'était une classe soit d'Hippocagne, soit HEC, soit Mathsup, puis Sciences Po, puis une école de journalisme. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait Hippocagne après le bac. Et puis après, j'ai fait Sciences Po, Paris, pendant 3 ans. C'était 3 ans à l'époque, c'est passé à 5 depuis. Et puis après, j'ai voulu passer les écoles de journalisme. J'ai passé une année à LCI en stage, tout en étant inscrite en licence d'histoire contemporaine. Et puis après, j'ai passé le concours de l'IPJ, l'Institut pratique de journalisme que j'ai eu. Et voilà, j'ai exactement fait ce que j'avais décidé de faire. Et vraiment au millimètre près, j'ai eu le parcours que j'avais décidé que j'aurais à partir de la 6e. Donc oui, pour répondre à ta question, Virginie, c'était parfaitement une évidence et même plus qu'une évidence. Vétérinaire. Ah oui, cela vous va bien aussi. Alors, j'ajoute par rapport à ce que vous disiez que effectivement l'évidence est un tellement bel atout. Alors, pourquoi la télé plus que la radio ou la presse écrite ? Je pense que là aussi ça a été une évidence, peut-être pas si jeune mais quand même assez tôt, pour une raison très simple, c'est que j'étais absolument fan du rendez-vous que constituait le 20h avec mes parents. Je suis fille d'enseignant. Donc ma maman a été institutrice en école primaire, mon papa prof d'histoire géo au lycée. Et avec des parents profs, évidemment, il n'est pas question de se coucher tard parce qu'il faut beaucoup de sommeil pour bien travailler, etc., etc. Donc jusqu'à facilement la terminale, je me suis couchée avant 22h, même plutôt vers 21h, 21h30, ce qui paraît dément quand on y repense. Et donc il fallait dîner à 19h, c'était extrêmement ritualisé. J'avais une maman très organisée, mais on était 3 enfants. Voilà, donc il fallait que ça roule. Et après avoir fini le dîner, on prenait notre bain, on finissait nos devoirs, on faisait notre cartable pour le lendemain. Et à 20h, généralement, j'étais dans ma chambre, je finissais soit de boucler mes devoirs, soit de finir de préparer mon cartable, et j'entendais le générique de TF1, du 20h de TF1, de PPDA ou de Claire Chazal qui démarrait. Et je dévalais l'escalier pour aller m'installer devant. Et c'était vraiment, littéralement, la grand-messe, comme on l'a appelée, mais pour moi, dans ma vraie vie de famille, avec mes parents, c'était vraiment ça. Et mon enfance a été absolument
marquée par ces rendez-vous du 20h. Et je trouvais ça génial. Et puis parallèlement, j'étais complètement fan, et je le suis encore, de Pascal Clark, de sa voix, de sa présence, de son charisme, de sa manière de parler totalement naturelle à ses invités. Et elle proposait à cette époque-là une émission qui me fascinait, qui s'appelait En aparté, où l'invité était tout seul dans un appartement et ne voyait pas Pascal Clark. Donc paradoxalement, c'était une femme de télévision, en tout cas de radio aussi, mais elle proposait à la télévision cette émission-là, et on ne la voyait pas, et on ne faisait que l'écouter, ce qui permettait d'observer redoutablement bien et de manière aiguisée le comportement de ce pauvre invité seul dans son bocal, face à lui-même, avec cette voix. C'était un peu Secret Story avant l'heure, cette voix qui lui posait des questions très intimes. Et cette émission me fascinait totalement. Voilà, je crois que ça a été le début de mon histoire d'amour avec la télévision. Et puis après, à l'école de journalisme, à l'IPJ, on nous a demandé tout simplement de choisir une spécialité. Et c'était l'évidence, parce que pour moi, c'est ce qui me paraissait à la fois le plus complet. On avait l'image, le son, l'écriture, et à la fois le plus challengeant, en fait, parce que je me disais, bon, ben voilà, pour écrire un article dans un journal, il faut peut-être simplement se contenter soit d'avoir une correspondance par mail avec l'interview, vous voyez, soit de l'avoir au téléphone. Pour faire de la radio, c'est pareil, le téléphone, ça peut suffire. Et j'étais très excitée par le défi que représentait le fait de devoir convaincre la personne de nous accorder son image, sa présence à l'antenne, sa présence physique vraiment face caméra. Et je trouvais que c'était en termes de challenge, de défi, le plus difficile, parce que il fallait vraiment gagner la confiance de l'autre à 3000%. Il ne s'agissait pas de juste lui demander, voilà, voulez-vous bien répondre face caméra avec notre micro à nos questions, parce que la caméra, c'est hyper impressionnant quand on n'y est pas habitué, quand on n'est pas du sérail, et même quand on y est d'ailleurs, c'est hyper impressionnant. On a toujours le trac quand on est face à la caméra, même après des années de métier. Et donc, demander à quelqu'un comme ça, de but en blanc, qui plus est, quand il est au cœur de l'actualité, et c'est souvent pas facile, c'est souvent après un fait divers, c'est souvent après un drame, un incendie, un accident. Voilà, souvent l'actualité, malheureusement, n'est pas extrêmement gaie, ou alors, si c'est gai, la réalité fait qu'on en parle moins. Et donc souvent, les gens qu'il faut interviewer sur le terrain sont des gens qui sont déjà dans une forme soit de souffrance, soit de stupéfaction, en tout cas dans un moment particulier de leur vie. Et devoir en plus gagner leur confiance pour pouvoir récolter leurs témoignages face caméra, c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Voilà, j'ai toujours eu une espèce d'empathie qui m'a aussi bien servi que desservi, parce que parfois j'avais du mal à me détacher des émotions que me procurait par exemple un fait divers terrible. Et puis en même temps, c'est aussi cette empathie-là qui me permettait de décrocher des témoignages exclusifs, de faire en sorte que certaines personnes m'accordent leur confiance alors qu'ils ne l'avaient pas accordée à des confrères, à d'autres confrères avant moi. Et ça me permettait de revenir avec des témoignages extrêmement rares et précieux dans ma rédaction. Et je me sentais d'autant plus investie d'une mission de confiance qu'il ne s'agissait pas ni de déformer ces témoignages, ni de mal les rendre, en fait. Et je crois que c'est aussi ça qui m'a plu dans la télévision, c'est que c'est moins facile quand même de couper des choses au montage quand on a à la fois l'image et le son, que quand on a juste le son, ou quand on a juste
des mots qu'on retranscrit par écrit. Il y avait une espèce de fidélité obligatoire à la vérité de ce qu'on avait recueilli qui me plaisait beaucoup. Donc voilà, c'est à la fois ce qui est simple et plaisant pour moi et ce qui est en même temps redoutablement compliqué dans ce métier de la télévision. Et puis après 15 années de terrain, j'ai eu envie de faire de l'antenne, de passer de l'autre côté de la caméra et de me lancer dans l'aventure de cette petite chaîne d'information en continu France Info qui se lançait, qui était la petite dernière du PAF, qui était la seule du service public, qui partait de rien, avec uniquement des gens comme moi qui n'en avaient jamais fait, de l'information en continu. Et ça m'a tout de suite plu. Alors pas forcément, même si oui, bien sûr, il y a une excitation à se montrer, à être devant la caméra, mais c'est aussi, surtout, l'incroyable adrénaline du direct, l'incroyable plaisir, qui peut être un plaisir parfois même qui serait quasiment une souffrance en même temps, parce que il y a des moments où le direct c'est extrêmement difficile, extrêmement casse-gueule, extrêmement vraiment sur la corde raide, où on ne sait pas ce qui va se passer, on est catapulté dans l'action de l'actualité qui vient de se produire, ce qu'on appelle le breaking news, l'actualité totalement chaude, l'attentat terroriste qui vient de se produire, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame qui vient d'être déclenché, enfin, et on est à la fois témoin direct de ça et observateur et commentateur dans le show, dans l'action. Donc c'est très difficile, c'est très dangereux. Dans l'exercice du métier, le faux pas est facilement arrivé et il faut absolument l'éviter puisque notre légitimité, notre crédibilité en dépendent. Et voilà, cette adrénaline-là, c'est à la fois vraiment un shoot de plaisir pur et en même temps, parfois, une forme de souffrance, mais on en redemande tout le temps. Donc c'est quand même même dans la souffrance, il y a du plaisir, un plaisir absolument fou. Oh là là je reviens sur ce que vous exprimez, hein, mais l'émission En Aparté, et oui, avec Pascal Clark, un modèle de voix pour moi aussi, que j'ai beaucoup suivi également sur France Inter. Elle nous manque, on lui fait un petit clin d'œil. L'adrénaline, le plaisir du direct, j'imagine, comme vous le dites, que ce soit grisant à chaque fois et d'être sans filet. Bravo en tout cas. Alors, avez-vous d'autres passions et si oui, nous en dévoileriez-vous au moins une ou deux avec tous les petits secrets qui seraient rattachés? Alors, j'ai une autre immense passion dans ma vie, hormis mon métier, c'est la décoration intérieure, l'ameublement, la décoration, l'architecture d'intérieur. C'est un truc qui me fascine totalement, qui me passionne depuis que je suis petite. J'ai toujours été fascinée par la manière dont ce savoir-faire-là, parce que c'est un art, permet de transformer un lieu sans âme, pas beau, voire carrément moche, en un endroit magique qui raconte une histoire, qui respire quelque chose, qui fait rêver, dans lequel on se sent bien, voilà. Cette sorte d'alchimie à la fois du lieu qu'on va transformer par des travaux extérieurs, intérieurs, et puis du détail, tel meuble, telle couleur, tel objet, cette alchimie qui fait que on va transformer quelque chose d'insipide ou de laid ou de froid ou d'inaccueillant en quelque chose d'absolument douillet, joli, chaleureux, luxueux. Enfin, voilà, je trouve que la décoration intérieure, l'aménagement intérieur, l'architecture d'intérieur sont des arts, l'art de vivre en fait, qui permettent de transformer, de faire le beau, voilà, de créer le beau et de transformer l'ivraie
en jolies fleurs. Alors ça c'est un truc qui me fascine, que j'adore depuis que je suis petite. J'ai toujours collectionné les magazines de déco. Je pense que j'y ai passé une bonne partie de mon salaire depuis le nombre d'années que j'achète les magazines de déco, parce que je vous parlais de la 6e pour le déclenchement de mon envie d'être journaliste, mais c'est aussi à peu près à ce moment-là que j'ai développé cette passion furibonde pour la décoration intérieure. Et donc tout mon argent de poche y passait. J'achetais tous les titres qui pouvaient sortir et qui permettaient de s'évader comme ça dans la décoration intérieure, dans des maisons sublimement belles. Alors parfois décorées d'une manière que j'aimais pas, mais où toujours il y avait une patte, un grain de folie, une manière d'écrire le lieu, de le transformer qui me plaisait vraiment beaucoup. Et je crois que si j'avais pas été journaliste, j'aurais été architecte d'intérieur et j'aurais consacré ma vie à ça, à transformer des endroits pour les rendre beaux et pour que les gens s'y sentent bien. C'est quelque chose qui me plaît, et je pense que peut-être si un jour j'arrêtais le journalisme, ou peut-être après la retraite, c'est quelque chose dans lequel j'aimerais bien me lancer, j'aimerais bien ouvrir mon cabinet d'architecture d'intérieur et en faire le métier de ma 2e partie de vie, pourquoi pas. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, dans cette optique-là, je garde absolument tous les magazines de déco que j'ai achetés depuis que j'avais 11 ans, donc je vous laisse imaginer les piles que ça représente, les mètres cubes que ça représente et la galère que c'est à chaque déménagement, mais je n'arrive vraiment pas à me résoudre à les jeter quand on change de maison, quand on déménage. Donc voilà, ça fait partie des choses qui me suivent partout dans ma vie. J'ai des exemplaires d'art et décoration, parce que c'était à l'époque la revue que mon papa lisait, donc j'ai commencé avec ça, qui date de 1996 ou même d'avant. Ça c'est l'année de mon bac, mais je pense que j'ai même des numéros intérieurs, parce que je vous dis, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça dans les années 90. Et voilà, ça me suit partout, et ce sont des cartons ultra lourds de magazines de déco qui défoncent le dos de mon mari à chaque fois qu'on déménage, mais j'arrive pas à les jeter, il y a rien à faire. Non mais Camille, incroyable Camille, des magazines de déco que vous conservez depuis l'âge de 11 ans ? Oh, non mais j'ose à peine imaginer. Alors, merci de nous livrer aussi que dans une 2e vie, la déco aux 1000 inspirations pour créer un bel art de vivre sera votre nouveau credo. Donc voilà, j'adore, on a un scoop. Alors vous aimez les voyages, où aimeriez-vous poser vos valises et pourquoi ? Alors oui, c'est vrai, j'adore les voyages, j'adore vraiment, vraiment les voyages. J'adore découvrir d'autres cultures, d'autres endroits, j'adore justement découvrir d'autres manières d'investir un lieu en fonction de l'endroit où on est né, en fonction de la culture, des racines qu'on a, de la manière dont on a appris à apprécier tel ou tel esthétisme. Par exemple, j'ai adoré voyager dans les pays d'Europe du Nord parce que j'adore le design scandinave. C'est quelque chose qui me plaît, qui est à la fois joyeux et épuré. J'ai un grand projet de voyage avec mon petit garçon de 10 ans au Japon. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on prévoit de faire quand on aura économisé assez de sous, parce que c'est quand même quelque chose qui coûte atrocement cher. Mais le Japon, c'est la destination à laquelle on rêve, mon petit garçon et moi. Lui, parce qu'il est dingue de manga, de samouraï, de culture japonaise, de sabres japonais, les katanas. Et moi, parce que je suis particulièrement fascinée par la manière de vivre des Japonais, par leur culture, de l'esthétisme épuré au maximum et du caractère zen, incroyablement zen de leur lieu de vie traditionnel, avec quasiment rien, mais c'est lumineux, c'est beau, ça paraît pas vide,
Ça paraît au contraire plein d'histoires, plein de récits, plein de rêves, plein de pensées libres. C'est une forme de liberté finalement, cet ascétisme dans la décoration japonaise et l'artisanat aussi japonais, avec des matières extrêmement brutes, extrêmement nobles, la pierre, le bois, le métal peu travaillé, peu d'alliage, le métal brut, et beaucoup de fibres naturelles, de tressage, de choses comme ça, les estampes aussi japonaises, le lavis, enfin, toute cette culture-là me plaît infiniment, j'ai très envie de la découvrir. Et puis, dans un autre style, j'ai très envie de partir découvrir l'Australie. Le mode de vie australien me fait extrêmement envie. Cette espèce d'insoutenable légèreté de l'être, de façon de surfer à la fois sur les vagues et dans l'existence, de pas trop se préoccuper du lendemain. Et dans la décoration, une manière de vivre le lieu, alors là, à l'opposé des Japonais, avec une accumulation de souvenirs, d'objets du quotidien qui peuvent paraître totalement anodins, mais qui, installés les uns à côté des autres, racontent aussi des tas d'histoires, des tas de souvenirs, des tas de choses de l'enfance des propriétaires, ou de leur vécu, ou de leur histoire d'amour. Voilà, la décoration australienne, c'est le contraire, c'est des tentures, des tissages, des tapisseries partout sur les murs, des tas de tapis moelleux partout, des poufs, des coussins, plein de couleurs, beaucoup de bois brut aussi, beaucoup d'artisanat aussi, d'artisanat local, et puis une vraie place, mais ça rejoint la culture japonaise dans la décoration, en tout cas une vraie place accordée à la nature, aux matériaux bruts de la nature, aux plantes vertes, au dedans-dehors, à la manière d'ouvrir les maisons sur l'extérieur, avec d'énormes baies vitrées qui font qu'on a l'impression, même quand on est dedans, d'être dehors et inversement. Voilà, le Japon, l'Australie, c'est pas des voyages à petit budget et c'est pas des voyages qu'on fait en 3 jours. Donc c'est des gros projets de vie, mais c'est des projets qui me portent assez, qui me font très envie. J'espère que ça pourra se faire bientôt parce qu'avec la crise sanitaire, c'est reporté à des années assez lointaines, je pense. En tout cas, c'est pas pour demain. De toute façon, j'ai pas l'argent là pour l'instant, mais voilà. J'espère qu'un jour, on pourra sereinement reprendre l'avion et partir loin, découvrir d'autres cultures pour en tout cas quelques aventures d'une vie, parce que je pars aussi du principe que voyager loin et avec une grosse dépense carbone, c'est un mode de vie dont il faudra se passer à terme, parce que c'est plus viable tout simplement pour la planète. Et justement, ces histoires de crise sanitaire qui nous a un peu obligés à redécouvrir la France, à redécouvrir les jolis coins de France, à partir en vacances dans l'Hexagone, et ben c'était là pour le coup un mal pour un bien. Alors on devait partir en Suède, on devait partir sur une île qu'on adore, qui est l'île de Gotland, qui est une petite île, l'île préférée de Bergman, le cinéaste. Et on a déjà fait un road trip l'année dernière sur cette île dans un combi Volkswagen, à la fois hyper joli et atrocement inconfortable, mais on a adoré se poser comme ça au bord d'un lac, au bord d'une forêt, dans une forêt, sur un chemin de traverse, en haut d'une falaise, avec la mer hyper sauvage en face. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on adorait. On devait le refaire cette année avec les enfants. On avait décidé de faire découvrir ça aux enfants et puis on n'a pas pu à cause du coronavirus. Et puis finalement, on a redécouvert des tas de jolis coins de France qu'on a aussi bien adorés et dans lesquels on s'est senti aussi infiniment bien et qui nous ont dépaysés tout aussi bien. Et voilà, donc je suis aussi très partisane du voyage près de chez soi, ou en tout cas pas trop loin. Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie ?
Alors je suis pas très originale parce que ce qui m'inspire dans la vie, eh bien sans aller chercher vraiment très loin, ce sont les personnes que j'aime, donc mes parents, que j'ai toujours beaucoup admiré pour leur manière de nous élever, leur exigence intellectuelle, morale, leur honnêteté, leur charité aussi envers les autres, y compris ceux qui connaissent pas, leur générosité face aux besoins d'autrui. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Et puis, ce qui m'inspire vraiment au quotidien, c'est ma famille, mon fils, mon mari. Je crois que mon vrai moteur, c'est de construire le bonheur avec eux, en fait. Ça fait très cliché dit comme ça, mais je sais pas trop comment l'exprimer autrement. Quand je prends une décision, c'est toujours en fonction de ça, en fonction de est-ce que ça correspond à notre idée du bonheur ou pas. Je vous rejoins Camille, et l'idée du bonheur est loin d'être un cliché, vraiment. Quelle jeune femme êtes-vous en 2020 ? Alors en 2020, je suis une jeune femme de 42 ans. Et quand je dis ça, j'y crois pas. 42 ans, j'ai l'impression d'être encore une ado, quoi, ou en tout cas une trentenaire, mais 42 ans, j'ai l'impression que c'est passé tellement vite. Je suis une maman qui a aussi l'impression que c'est passé tellement vite. J'ai l'impression d'être ce soir de pleine lune en novembre 2009 où j'ai passé la nuit en salle d'accouchement et où mon petit bout est né. Et puis là, c'est un grand machin qui a 10 ans, qui regarde YouTube, qui me dit « Maman, arrête de me faire des câlins. Maman, arrête de m'embrasser devant mes copains. Maman, est-ce que je peux avoir un iPhone 12 avec une coque Naruto ?» Donc je suis une maman un peu flippée à l'orée de l'adolescence de son tout petit, qu'elle considérera toujours comme un tout petit, mais qui grandit. Et puis plus globalement, je crois que si je devais me définir avec un mot, je dirais que en 2020, je suis une amoureuse de la vie que j'ai, sincèrement. Je remercie le ciel tous les jours. Je crois que si je devais recommencer, je referais tout pareil. Amoureuse de ma vie de maman, clairement, de chaque moment passé avec mon petit garçon, depuis qu'il est conçu jusqu'à maintenant, même si ça bouge, même si ça change, même si ça surprend, chaque moment est délicieux et différent. Amoureuse de mon mec, définitivement. Amoureuse de mon boulot, de mes amitiés, de mes aventures, enfin vraiment une grande amoureuse. En 2020, je crois que la Camille que je suis kiffe la vie comme elle ne l'a jamais kiffé. Et j'espère que c'est pas fini. L'âge est l'idée que l'on s'en fait, non ? Amoureuse de votre vie, mais quelle belle résonance avec le vivant, vibrant, comme j'aime à l'exprimer. De quelle note sera composé votre prochain journal de vie ? Quel sera votre petit pas d'après ? Alors mon prochain journal de vie, tu m'aurais posé la question Virginie au mois de janvier. Je t'aurais dit je vais faire tel voyage, je vais demander tel truc dans mon boulot, je vais programmer tel rendez-vous avec telle personne à telle date, et puis je vais remplir mon agenda comme ça. Et puis plus loin, à plus long terme, un jour je vais prendre mes clics et mes claques et je vais partir m'installer dans un très bel endroit, très sauvage, racheter une vieille ferme ou un vieux bâtiment plein d'histoires avec une âme mais super en mauvais état qu'il faut complètement retaper, rénover et puis faire, je sais pas, des chambres d'hôtes, des séminaires, des cours de yoga, j'en sais rien. Je t'aurais fait tout un plan sur la comète avec toutes mes envies, tous mes fantasmes, tous mes désirs d'une autre vie ou d'une vie différente. Et puis là,
avec le Covid, avec le confinement, j'ai réalisé à quel point finalement ça pouvait être quelque chose d'exquis de savourer l'instant présent, d'être absolument dans le moment qu'on est en train de vivre, de l'apprécier dans toute sa dimension et aussi avec l'hyperconscience qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, qu'on ne sait pas quelle est notre heure, quel sera le jour de notre mort, quel sera notre lendemain. Peut-être que dans un jour, dans une semaine, dans un mois, dans un an, je serai renversée par une voiture, j'aurai un cancer. J'en sais rien en fait. Et plus ça va, plus je me dis qu'en fait le vrai bonheur, c'est juste de pas faire trop de projets et d'essayer de vivre ce qu'on est en train de vivre avec l'intensité maximale. Que ça soit le petit verre de rosé sur la jolie table de jardin, dans cette petite cour qu'on a enfin, alors qu'on a passé des années à Paris sans extérieur et qu'on a miraculeusement déménagé dans une maison où les travaux étaient miraculeusement finis 3 semaines ou 1 mois avant le confinement, et que sinon on aurait passé ce confinement dans un appartement sans extérieur avec des verrières de toit qui faisaient qu'on mourait de chaud, et que là on a eu un extérieur, une cour, de l'air, des grandes chambres chacun, alors qu'avant on avait des toutes petites chambres où on étouffait un peu. Enfin, en fait, je crois que avec tout ça, j'ai plus que jamais l'impression qu'il faut croire en sa bonne étoile. J'ai toujours cru en ma bonne étoile. J'ai toujours été persuadée que quelqu'un, quelque part, orchestrait les choses comme il fallait pour que ça se passe comme il fallait. Et que même si sur le moment c'était très désagréable, le mal était souvent quelque chose qui arrivait pour un bien. Et je le crois de plus en plus résolument, et je crois aussi de plus en plus fort que le carpe diem, finalement, c'est vraiment la clé du bonheur. Alors ça veut pas dire qu'il faut être complètement inconscient sur l'avenir, qu'il faut rien prévoir, rien préparer, rien planifier. Moi je fais partie des gens qui essaient de penser à ce qui pourrait arriver si demain je cassais ma pipe. Est-ce que la sécurité financière de mon enfant serait assurée? Est-ce que le bonheur de mon mec et de mon petit garçon serait assuré? Est-ce que j'aurais bien tout fait comme il fallait pour leur aménager le meilleur avenir possible sans moi? Ça fait super prétentieux de dire ça comme ça, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire et l'idée que j'essaye de porter là. J'aime bien prévoir l'avenir pour essayer d'aménager le bonheur de la meilleure façon possible, mais je crois que trop de déterminisme tue cette part de liberté, de hasard, de destin qui fait que finalement on prend les choses quand elles arrivent et qu'on les savoure à l'infini quand ce sont des choses qu'on avait rêvées ou désirées et qui miraculeusement d'un coup sont là. Et je crois que trop réfléchir à ce qui peut arriver, c'est aussi trop réfléchir à la potentialité du malheur et vraiment se faire des nœuds à l'estomac et pas forcément profiter du petit moment présent qu'on est en train de vivre avec les gens qu'on aime. Voilà, donc en fait, le petit pas que je ferai demain sera le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire savourer vraiment ma vie avec tout ce qu'elle a de bien et de moins bien et faire confiance finalement à demain et à celui qui est là-haut. Peut-être moi je crois qu'il y a quelqu'un là-haut, celui qui là-haut peut-être tire les ficelles, ou en tout cas une partie des ficelles, et nous fait confiance pour le reste. Je partage tellement de choses avec vous, Camille. Le quelqu'un là-haut me va aussi très très bien. Tout comme l'exquis instant présent savouré est essentiel pour que le bonheur prenne sa place simplement.
C'est tellement juste. Alors, pour un instant, je vous remets 3 petites baguettes de fées. Quels sont les vœux que vous exaucez ? Comme je suis une grande sentimentale, je crois que si j'avais une baguette magique, j'aimerais bien qu'elle me permette de repartir dans des moments de ma vie juste pour les savourer une deuxième fois. Voilà, une rencontre, la naissance de mon fils, tel ou tel fou rire avec lui, avec d'autres d'ailleurs, tel moment de grâce, tel sentiment de liberté, telle aventure particulière. J'aimerais vraiment ça, pas du tout voir l'avenir, surtout pas, mais pouvoir repartir un petit peu dans le passé, ressavourer un partage ou une émotion particulièrement intense. Ça me plairait bien. Ouais. Ah, la magie ou l'âme agit. Pratiquons le langage des oiseaux. Un petit coucou aux alchimistes. Il est bientôt l'heure de nous quitter. Accepteriez-vous de nous chanter et ou de nous lire un petit quelque chose ? En fait, j'ai envie de vous lire un texte que je vais piquer à ma maman. Elle l'a publié sur Facebook il y a quelques jours. Je l'ai trouvé tellement beau, tellement vrai, et je me retrouve tellement dans ce texte, en toute humilité. C'est un texte de Romy Schneider. J'ai très envie de vous le lire, donc voilà, c'est ce que je vais faire. Réussir, ce n'est pas toujours ce qu'on croit, ce n'est pas devenir célèbre, ni riche ou encore puissant. Réussir, c'est sortir de son lit le matin et être heureux de ce qu'on va faire durant la journée, si heureux qu'on a l'impression de s'envoler. C'est travailler avec des gens qu'on aime. Réussir, c'est être en contact avec le monde et communiquer sa passion. C'est se coucher le soir en se disant qu'on a fait du mieux qu'on a pu. Réussir, c'est connaître la joie, la liberté, l'amitié et l'amour. Je dirais que réussir, c'est aimer. Merci, texte magnifique de Romy Schneider. Encore une petite chose, quel titre de chanson souhaiteriez-vous que nous diffusions et pour quelle raison ? Alors oui, il y a un titre que j'aime par-dessus tout pour plusieurs raisons. C'est un titre de Joe Strummer and the Mescaleros. Joe Strummer, c'est le chanteur des Clash. Le titre, c'est Mondo Bongo. Donc Joe Strummer et les Mescaleros. Et j'adore Joe Strummer parce que pour moi, Joe Strummer, c'est un chanteur et un groupe, les Clash, donc que mon mari m'a fait découvrir avec une passion incroyable. C'est toute sa jeunesse punk. Il m'a fait découvrir la musique punk et on a eu tellement de moments planants sur cette musique ou complètement déjantés, à danser comme des malades dans le salon en sautant partout avec Simon, quel que soit son âge, de tout petit à maintenant d'ailleurs. Et voilà, c'est vraiment des musiques comme ça qui, je trouve, procurent du bonheur, de la douceur, de la joie, du plaisir, qui permettent pendant 3 ou 6 minutes d'arrêter de penser et de juste prendre son pied avec le morceau. Et puis j'aime bien aussi cette chanson parce que elle est très représentative de finalement toutes nos contradictions, tous nos paradoxes. C'est Joe Strummer, chanteur punk des Clash, qui finalement interprète une ballade totalement romantique, super douce, avec une voix de nounours, un peu éraillée, très tendre. Et voilà, c'est une chanson qui me fait voyager très loin, que je trouve très planante, que j'adore et qui a le pouvoir vraiment de m'apaiser, quel que soit l'état dans lequel je puisse me trouver. Donc voilà, je vous la partage aujourd'hui. Vous êtes formidable Camille, vous avez tout dit. Eh bien, apaisons-nous avec Mondo Bongo, qui par ailleurs, pour compléter vos dires Camille, est aussi sur la bande originale du film Mr. and Mrs. Smith.
patrolling the pachinko, new noodle model parlor in the nefarious zone. Hanging out with insects, underducting, the CIA was on the phone. Well, such is life. Latino, Caribo, Mondo, Bongo, the flower looks good in your hair. Latino, Caribo, Mondo, Bongo, nobody said it was fair. Oh. Latino, Caribo, Mondo, Bongo, the flower looks good in your hand. Latino, Caribo, Mondo, Bongo, nobody said it was fair. Sisters of all the cotton and lace. Down at the Bauxite mine, you get your own uniform, have a lunchtime's off, take a monorail to your home. Checkmate, baby. God bless us and our home. Wherever we roam. Now take us home. Like you. Latino, Caribo,
là 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 là, les Clash. Moi aussi j'ai eu ma période punk. Quel souvenir, effectivement. Extrait de l'album Global à Gogo, le titre Mondo Bongo de Joe Strummer and de Mescaleros, sorti le 24 juillet 2001, label Hellcat Records. Allez, c'est la fête. Y aurait-il un deuxième titre qui vous accompagne, que vous partageriez avec nous? Et là aussi, pour quelle raison, Camille? Ça s'appelle Fontaine de lait de Camille. C'est pas du tout narcissique de ma part de choisir une chanteuse qui s'appelle comme moi. C'est plutôt moi qui m'appelle comme elle, mais j'adore cet album parce que c'est l'album qui s'appelle Oui, et je trouve que c'est le plus beau mot du monde, oui. C'est le premier disque que mon amoureux m'a offert, c'était ce disque-là. Alors pas celui-là, mais le tout premier de Camille, Le Fil. C'était son premier cadeau d'amoureux, il y a maintenant plus de 15 ans. Et puis, c'est aussi une chanson qui s'appelle donc Fontaine de lait, qui est une chanson qu'elle a écrite pour parler de l'allaitement. Et ce sont les quelques plus beaux mois de ma vie, quand j'ai allaité mon petit garçon pendant les 4 premiers mois après sa naissance. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Ah là 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 là, c'est vrai que c'est un prénom, moi aussi, qui m'entoure très bien. Je l'adore tout autant. Donc, Fontaine de lait, Camille, l'album Oui, sorti en juin 2017, label Because Music. Où va l'eau, où va l'âme, et la sève, et les larmes évanouissent. Oui. Allez où, allez là, alléluia, allez où. Il est où, lui. Et voilà que je fais une fontaine de lui. Et voilà que je suis une fontaine de lait. Et la balle éblouit sous les arbres du lit. L'oiseau joue. À la balle pour l'envie, lave pas l'eau de vie. Et voilà que je fais une fontaine de lui. Et voilà que je suis une fontaine de lait. Et voilà que je fais une fontaine de lui. Et voilà que je suis une fontaine de Au revoir Camille, merci infiniment de votre temps en ce week-end d'informations pour vous bien chargé. Merci à toi Virginie, et à bientôt. Chers auditeurs, je vous invite à retrouver Camille Grenu dès le prochain week-end. Je vous rappelle à 6h du matin sur France Info TV. Vous aurez l'occasion de voir ses très beaux yeux bleus. Ma chère Camille, mille merci renouvelés pour votre confiance, vos confidences, vos vérités, votre joie de vivre contagieuse. Cela fait un bien fou et grande résonance à nos cœurs. Voilà, et j'avoue que ça me donne de l'allant pour cette rentrée. Même si vous l'avez déjà commencé, moi je vous souhaite un très joli mois de septembre. À tout bientôt, je vous embrasse. Quelque chose de vous. Quelque chose à vous.
Lire. Ah là 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 là, je le dis chaque semaine, mais quel bonheur de recevoir de si belles et si beaux invités. C'est une chance inouïe d'avoir toujours croisé, rencontré ces belles personnes sur ma route. Allez, c'est l'heure de ma lecture et en cette fin d'après-midi, veille de reprise générale, j'interroge mon horloge interne un peu agitée, un peu beaucoup tout de même. Je me sens en période de transition bizarre, un sentiment où tout est entre deux, vous savez, avec des fins et des débuts, des allées et des retours, du vieux et du neuf, du lourd et du léger, une question et 1000 réponses, du fond sans surface, faire des choix ou pas. Et en même temps, je me sens dans l'énergie reprise en douceur, un lever de paupières après l'autre, et comme le dit si bien ma fille, attendre et prendre le temps qu'un rêve ou une idée te pousse dans la tête. Décompresser studieusement. Et par ailleurs, toujours tiraillé, en compagnie d'une micro-angoisse de rentrée, avec une ribambelle de « oh là là ». Vous savez, cela c'est « oh là là, tout ce que j'ai à faire »,« oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire ?» « oh là là, mais que dois-je faire ?» Et de fait, on donne ainsi l'occasion au bureau des pleurs de proposer une permanence intéressante. À celle-ci, je vais résister, même si parfois cela fait du bien de laisser tomber quelques larmes, ça allège la tête, mais là, je n'en ai pas envie. Je sais, vous entendez le chat dans ma gorge, je vous assure, ce n'est pas un sanglot retenu. Je crois que j'ai attrapé un petit peu froid. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est une rentrée quand même peu commune, même si les interrogations ont toujours été présentes depuis la nuit des temps. Là, vu le contexte, elles se sont multipliées par wagons. Perso, j'ai opté pour une rentrée en mode optimiste, tout au moins dans mon esprit. Par contre, pour compléter cette très bonne énergie, je pars à la recherche d'un rayon de soleil que m'a kidnappé hier un nuage. Pas évident de le retrouver. Mais quand même, c'est génial parce que ça me fait un beau challenge à relever. Allez, quoi qu'il en soit, mes chers auditeurs, j'arrête le délire. Choisissons la joie de vivre et la légèreté, la lumière et les étoiles. Et plus que tout, fabriquons des rêves et des projets pour les réaliser. Nos stress et nos panicos, respirons, tout va bien se passer. À la semaine prochaine et prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Podcast.